Il m'aura fallu au moins 2 heures avant de commencer à écrire cette vidéo et il m'en faut au moins une entre le moment où je me mets dans mon lit et celui où je décide de poser mon téléphone pour aller dormir. Et le souci, ce n'est pas tant que je n'ai pas envie d'écrire cette vidéo ou alors que je ne suis pas fatiguée, mais simplement que je suis prise par un scroll incessant sur mon téléphone, plus connu sous le nom de doom scrolling, ou du scroll du condamné. Alors grosso modo, ça désigne le fait de consulter compulsivement son téléphone et de faire défiler une page internet, notamment celle des réseaux sociaux. Ainsi, toi qui comptais simplement regarder si tu avais reçu un message, tu commences à regarder une, puis 2, puis 3 stories Instagram, tu entres dans une sorte de bulle, tous tes sens sont dirigés vers ton téléphone, tu ne vois que lui, et la conversation alentourante devient un simple brouhaha imperceptible. Et entre les différents posts, les images, les vidéos et les commentaires qui y répondent et qui renvoient certainement à d'autres posts, il y a de quoi passer du temps sur certaines applications. Et le point fort des réseaux sociaux, c'est tant la multiplicité que la diversité des posts qu'ils proposent. En effet, Twitter à lui seul permet par exemple de mettre un simple post sans image, de mettre une image accompagnée d'un texte, une vidéo ou encore de répondre à d'autres tweets. Pareillement, la multiplicité des tweets et des commentaires qui répondent à ces tweets peuvent très vite nous faire perdre du temps. Et au pire des cas, si un seul réseau social ne suffit pas à combler vos besoins, il vous suffit simplement d'en changer et le tour est joué. En effet, c'est dans une interview pour Fast Company que Dan Lagerfeld défend que les réseaux sociaux renforcent cette pratique de par les extraits d'informations sans contexte qu'ils diffusent. On notera qu'il y a aussi l'effet bulle de filtre qui vous propose du contenu présélectionné qui contribue à cette pratique. Et ça, je vous en ai déjà parlé. Il faut d'ailleurs savoir que ce phénomène augmente d'intensité durant la période de crise sociale ou économique, ou même durant la période du Covid-19. Et en fait, c'est pas très compliqué à comprendre, parce que c'est justement dans ce genre de situation assez stressante et angoissante que l'on recherche un maximum d'informations, de sorte à se sentir dans le contrôle. En gros, on veut savoir tout ce qu'il s'y passe et dans le moindre détail. Et le souci, c'est que ces crises sont si complexes qu'il existe rarement une seule et unique réponse. Sans oublier les personnes mal intentionnées qui cherchent seulement à surfer sur la popularité du sujet de sorte à se faire connaître. Oui, on vous a vu durant le Covid. Certains utilisateurs parlent alors du doom scrolling comme la ligne fine entre être informé et être submergé. Et ce qui est assez drôle, c'est que toutes les études parlent seulement de recherche d'informations. Comme si on utilisait nos téléphones et les réseaux sociaux seulement pour chercher après de l'information, pour se renseigner, encore pour s'éduquer. Mais entre nous, est-ce que ce serait pas plutôt un embellissement de notre image tout ça? Mais oui Jamie, dis-moi, c'est pas un embellissement tout ça? Et donc il y a eu une étude un petit peu plus récente qui a été menée, juste après le Covid-19, et on demande justement aux utilisateurs ce qu'ils faisaient de leur temps sur les réseaux sociaux. Et c'est là qu'on se retrouve avec des réponses comme de la merde par manque de meilleurs mots. C'est simplement du contenu pour faire passer le temps, ouais. Et donc là, on assiste à un deuxième phénomène qui n'est pas celui du scroll du condamné, mais plutôt du scroll de l'ennui. D'ailleurs, on remarque que durant cette période, l'utilisateur ne fait preuve d'absolument aucune émotion. Il semble si vide, si ce n'est plein d'ennui. Ouais, on peut dire que je suis poète un petit peu, ouais. On fait donc pas ça par ennui, mais faute de mieux. Soit parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, soit parce qu'on n'a pas trouvé assez de motivation pour commencer notre action. Et évidemment, tout ça n'est pas sans effet. Fabien Almeida, psychiatre pour l'hôpital de Fortis, témoigne qu'une telle utilisation aggrave le stress, l'anxiété, la dépression et va même jusqu'à toucher la santé neurologique de l'utilisateur. En effet, une fois la période de scroll terminée, c'est souvent un sentiment d'angoisse et de culpabilité qui viennent nous envahir. D'ailleurs, l'une des personnes interrogées dans le cadre de l'étude le mentionne parfaitement. Il décrit ça comme quelque chose d'assez bizarre, qui te fait sentir mal, une sorte de voix intérieure qui te dit que tu devrais retourner travailler ou qui te dit « Tiens, regarde tout le temps que t'as perdu alors que t'aurais pu avancer dans tes projets. » Alors les gars, il y a un oiseau vert fluo juste devant chez moi, genre là, sur un arbre. Oh bordel, il y en a 3. Oh là là, attendez, je prends la caméra et j'essaye de vous filmer ça. Au final, j'ai pas réussi à décrocher la caméra à temps. Toutefois, si tant le doom scrolling que le scroll par ennui sont des actes abrutissants et machinaux, ils ont des effets diamétralement opposés. Le premier, de par sa recherche d'informations, tend à vouloir se rapprocher du monde, alors que le second, c'est par le divertissement qu'il essaye de s'en éloigner. Mais plutôt que de vous accabler sur le fait de doom scroller de temps en temps parce que vous pensez que c'est de la mauvaise distraction, le doom scrolling n'est pas nécessairement de la mauvaise distraction comme l'entendent les professionnels du bien-être. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué, mais on pourrait entendre le doom scrolling comme une forme non intentionnelle de surconsommation qui émerge d'un désir eudémonique. En gros, la fin est bonne, mais le moyen n'est pas des plus sains de par son intensité excessive. Et à contrario, le scroll par ennui est une distraction intentionnelle qui n'est ni productive ni eudémonique. En gros, ce n'est pas votre bonheur que vous recherchez à travers celle-ci. Toutefois, bien qu'elle ne soit pas productive, elle n'est pas nécessairement malsaine. Premièrement, ce serait quelque chose de problématique que de définir une activité comme bonne simplement parce qu'elle est productive. Et secondement, opposer l'attention et la distraction serait les considérer comme deux choses absolument distinctes. Pour moi, la meilleure approche de la chose, c'est celle de Crowley. Il nous propose non pas de considérer la distraction et l'attention comme des choses absolument distinctes,
mais de considérer qu'elles font toutes les deux partie du spectre de l'activité cognitive. Ainsi, si je suis distraite, mon cerveau n'est pas totalement éteint, il est juste à un degré inférieur d'activité cognitive que d'habitude. Et pour les férus du travail, il ne faut pas non plus croire que la distraction est un ennemi de la productivité. Et ici, on a juste à prendre l'exemple des artistes qui me semble être le plus commun, qui parfois nécessitent une période de pause de sorte à mieux relancer leur carrière. Du coup, ouais, on peut dire que je suis un petit peu une artiste et que j'ai besoin d'une longue pause avant de reprendre des vidéos, tu vois. Par contre, ici, je tiens à préciser que j'ai pris l'exemple des artistes parce qu'il me semble le plus évident, mais qu'évidemment, ça ne tient pas qu'à eux. Peu importe le genre de travail, de passion ou de projet personnel que vous exercez, vous aussi, vous aurez besoin de vos moments de pause. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, vous pouvez la liker, la commenter, la partager pour la visibilité, tu connais. Moi ça m'a fait super plaisir de recommencer à tourner. Là je bosse sur une deuxième vidéo qui devrait sortir dans pas très longtemps. Je sais pas encore quel rythme je vais garder, mais on espère quelque chose de stable histoire de continuer même durant la période de cours.